Merci beaucoup. Alors, je vais ouvrir une autre facette pour cette matinée et je suis très heureuse ce matin de vous présenter le tout nouvellement formé pôle neurosciences de l'association de Coup de pouce. Alors, pourquoi avoir un pôle neurosciences ? En fait, de plus en plus, nous sommes confrontés à des demandes de compréhension au niveau développemental, mais aussi de compréhension de comment l'organisme peut développer des moyens de défense face à un viol ou une agression sexuelle. Et donc vous allez voir ce matin que ça prend tout son sens face au débat. Donc le pôle neurosciences de l'association est actuellement composé de personnes qui sont passionnées par l'apprentissage et la transmission des connaissances. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a constitué le pôle. Et le pôle a décidé de se pourvoir dans différentes missions, de réaliser une veille bibliographique. Ça marche pas. Une veille bibliographique. L'idée, c'est d'être à la pointe des dernières recherches, des connaissances et de l'état des recherches dans ce domaine, aussi d'avoir une meilleure compréhension au niveau technologique en imagerie afin de comprendre comment un cerveau se développe et comment il fait face à ce type de traumatisme. Nous souhaitons également participer à la formation et la communication. Alors la formation, par exemple, du personnel qui intervient auprès des enfants qui ont été victimes de viols ou d'agressions sexuelles. La communication, par exemple, en participant à ce type de colloque. Et nous sommes intimement persuadés que ça peut permettre de mettre en place un vrai parcours de soins auprès de ces enfants. Donc l'ensemble de nos actions, nous espérons, nous permettra d'arriver à une meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques qui se créent chez ces enfants victimes, de les aider à se reconstruire en comprenant ce qui se passe dans leur organisme, comment leur organisme se défend face à cette agression, et peut-être demain, dans les différents procès, pouvoir éclairer les débats avec les vrais mécanismes physiopathologiques qui sont mis en place et d'expliquer pourquoi un enfant n'est pas en état d'être consentant à un acte sexuel et comment son organisme va mettre en place un état qui fait qu'il ne peut pas réagir face à cette situation. Et donc vous allez voir que Non, je peux passer à ça. La présentation va être divisée en deux parties. D'abord, Stéphanie va vous expliquer toutes les étapes de développement du cerveau et vous expliquer pourquoi un enfant ne peut pas être consentant d'un point de vue physiologique à un acte sexuel. Et dans une deuxième partie, Sandra vous expliquera tous les dégâts physiologiques, physiopathologiques qu'une telle agression, qu'un tel viol sexuel peut engendrer chez l'enfant. Merci, bonjour à tous. Donc, comme Véronique vient de l'introduire, en fait, moi je vais essayer un petit peu de vous expliquer juste le développement, d'accord, du cerveau. Alors le cerveau est un organe incroyable qui est à l'origine de l'ensemble de nos comportements. Donc c'est ce qui vous sert aussi à pouvoir interagir avec votre environnement et adapter du coup vos comportements via les apprentissages que vous faites dans la vie quotidienne, que ces apprentissages soient implicites ou explicites. Et lorsqu'on est, alors là vous avez une illustration schématique donc de développement du cerveau chez l'homme, avec un cerveau ici donc de prématuré donc à 6 mois, vous voyez à la naissance, 1 an ou adulte. Et donc la croissance, l'être humain fait partie de ces animaux qui, lorsque l'on naît, est loin d'être fini. Okay. On va naître avec un cerveau qui est immature à la naissance, qui a malgré tout 100 milliards de neurones, mais qui va avoir une croissance postnatale extrêmement importante. Et lors de la première année de développement, par exemple, on va avoir une croissance de plus de 100% du cerveau. Alors bien sûr, cette croissance va diminuer au cours du temps, mais vous allez voir, elle est importante, et elle est importante non pas juste les 5 premières années. Et je vais essayer de vous montrer avec les dernières recherches qui ont été effectuées qu'en fait, jusqu'à quasiment 40 ans, le cerveau va évoluer pour arriver à un certain stade de maturation. Et donc cette croissance, elle est ici comparée, vous voyez par exemple à d'autres primates, ici. Vous avez une croissance extrêmement intense, comme je vous ai dit, cette première année de naissance, qui est représentée ici en jaune. Puis cette croissance devient un petit peu plus lente dans les années qui suivent, mais elle continue malgré tout jusqu'à une vingtaine d'années, un peu plus même. Alors, on peut
voir cette croissance physique de cet organe comme refléter le développement fonctionnel en fait, de l'organe. Alors dans le cerveau, vous avez différents types de cellules, d'accord ? Les cellules principales sont les cellules neuronales et on peut voir, d'accord, par différents types d'imagerie, les neurones dans le cerveau au cours du développement. Et donc, il y a deux types de visualisation. Ici, vous avez par exemple en imagerie à résonance magnétique la substance grise, c'est-à-dire les neurones, d'accord, les corps cellulaires donc de ces cellules, qui vont être représentés en code couleur. Donc, le code couleur que vous voyez du violet, 0, ça veut dire que vous avez quasiment plus de croissance, d'accord ? Il n'y a pas d'augmentation en fait de la densité en neurones. Et plus vous montez vers le rouge, plus vous augmentez, d'accord, la croissance, donc l'augmentation de ces neurones. Et ce que vous pouvez observer ici, c'est donc des imageries par résonance magnétique qui ont été faites chez des enfants de 5 jusqu'à 20 ans. Il y a une trentaine de patients, de personnes pour chaque imagerie, donc c'est moyenné. Et ce que vous observez, c'est qu'en fait, chez les enfants de 5 ans jusqu'à quasiment 20 ans, on va avoir une augmentation, d'accord, de ce nombre de cellules qui va atteindre un certain niveau. Okay ? Et le pic, on va dire, ce qui est admis à l'heure actuelle en sciences, c'est que le pic va être atteint environ vers 11 ans chez les filles et 14 ans chez les garçons, mais ça ne veut pas dire que c'est figé, ça va continuer, d'accord, à augmenter. Alors il y a une différence, d'accord, entre le nombre de cellules, le nombre de neurones que vous allez avoir et comment votre cerveau est organisé. Et donc on peut regarder après la connectivité, donc comment ces cellules vont communiquer les unes avec les autres, toujours en imagerie à résonance magnétique, mais avec des techniques qui viennent juste d'être mises au point, qui vous permettent en fait de voir la connexion entre les zones cérébrales. Et ce que vous avez ici, donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué que celle d'avant, mais ce que vous avez ici, donc c'est chez des personnes entre 5 et 25 ans pour la première partie, 25 et 55 et 55 et 85. Et donc les auteurs ont regardé cette connexion entre les zones et ont pu montrer qu'il y avait deux phases, par exemple, jusqu'à 25 ans. Une première phase qui est représentée ici en violet, qui représente les zones qui vont se développer, qui vont se connecter plus rapidement. Et en vert, vous voyez les phases qui vont être plus aux alentours de 17-18 ans. Et ce qui est assez surprenant, c'est que, bon, en plus, vous voyez que vous avez une deuxième phase qui est vers la trentaine. Ici, vous avez l'ensemble de ces zones qui vont finir leur connexion, ce qui remet un petit peu en exergue le dogme du une fois qu'on est né, on va avoir une période de développement, mais globalement, à 18 ans, on a un cerveau équipé. Non, ce n'est pas vrai, d'accord ? Le cerveau va continuer à optimiser en fait son fonctionnement et on va partir du principe que nous avons un cerveau qui est optimisé aux alentours de 35 ans, ce qui est beaucoup plus tard, d'accord, que ce qu'on pensait à l'origine. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de prendre des décisions, ok ? Mais par contre, vous voyez qu'un enfant de 10 ans ici, et même jusqu'à quasiment 18 ans, toutes les zones ici en vert, ces zones corticales, sont des zones, alors c'est représenté ici en nuage de mots, qui vont permettre, par exemple, de prendre des décisions, d'accord, de pouvoir gérer ses émotions, et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que dans ces zones corticales, vous avez en particulier le cortex préfrontal, qui est représenté ici, qui, lui, est une structure clé, d'accord, dans la prise de décision, dans la personnalité. Okay, vous vous souvenez, on a tous entendu parler des lobotomies. Les lobotomies, c'était justement ouvrir la boîte crânienne, donner 3-4 coups de scalpel dans ce cortex préfrontal pour que les personnes soient dépersonnalisées, okay, et donc malléables, et ainsi de suite. Et donc ce cortex préfrontal, il est relié à d'autres structures du cerveau, et en particulier les structures amygdaliennes et l'hippocampe ici. Deux structures clés pour la mise en place des mémoires, et en particulier les mémoires émotionnelles. Et si l'on regarde par exemple ici un petit peu plus en détail, je ne sais pas si vous voyez bien, donc vous voyez le cortex préfrontal dont je viens de vous parler, les fonctions principales qu'il va sous-tendre, et cette connexion entre ce cortex préfrontal, l'amygdale et l'hippocampe ne vont pas être mises en place chez un enfant
de moins de 5 ans, de moins de 10 ans, d'accord, de la même façon qu'elles sont en place chez nous en tant qu'adultes. Donc ça rejoint d'un point de vue, donc ici on est sur le point de vue biologique, mais comment un enfant peut prendre une décision, d'accord, ou voir de façon objective la situation qu'il est en train de vivre, s'il est déconnecté, d'accord, de sa possibilité en fait, de gérer émotionnellement cette situation et également de mémoriser cette situation. Donc, je te passe la parole. Oui. Bon, alors du coup, on l'a fait un peu comme ça. Et moi, avant de revenir sur ces structures, parce que c'était important que Stéphanie les présente et que vous donne un peu une idée de finalement à quel âge on a le nombre de neurones et puis vers quel âge on fait les liens. Avant de revenir sur ces structures, moi je vais vous parler un peu plus de finalement l'enfant qui va être soumis à un stress. Comment il va y répondre ? C'est quoi notre réponse physiologique au stress ? Moi, je vais essayer de vous donner les éléments qu'on a. Alors, il y a 3 niveaux de stress. Le premier, c'est la phase d'alarme. C'est un stress, on se balade dans les bois, on croise une araignée, on n'aime pas ça, voilà. Donc, on a une petite décharge de 2 hormones qui sont le cortisol et l'adrénaline. Puis, vous voyez, là, je vous ai représenté la courbe d'adaptation au stress. Donc là, avant l'araignée, pas besoin de s'adapter. Dès que l'araignée arrive, tac, il va falloir qu'on augmente notre adaptation, parce que là, il va falloir réagir. Donc, petit pic d'adrénaline, de cortisol, hop, ça, c'est des mécanismes très stéréotypés, d'accord ? Chez la souris, en laboratoire, elle frise, elle se glace. Nous, on a 2 solutions. Soit on combat et on écrase l'araignée, parce que ça fait du bien quand même, hein, d'un coup. Et soit on part en courant, parce que vraiment, les araignées, on n'aime pas ça, et en fait, on ne va pas l'écraser. Ça, c'est la phase d'alarme. Cortisol, adrénaline, petit pic et retour à la normale. Deuxième phase, c'est plus complexe. Pendant cette deuxième phase, on n'est là pas du tout en train de se promener dans les bois. On a affaire à ce qu'on appelle un stress chronique. Pendant toute cette phase, attention, ce n'est pas une représentation en termes de temps. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment des notions physiologique. Ce qui va déterminer ce stress, on l'appelle chronique parce qu'effectivement, il peut durer dans le temps. Mais on va voir avec la phase d'après que ça se complexifie un petit peu. Donc, je reviens juste pour mon exemple pour bien comprendre sur ce stress chronique. Ça va nous demander une adaptation plus importante par rapport à notre résistance normale. Et puis, ça va nous demander de mobiliser toute notre physiologie pour contenir le stress. Parce que les taux d'adrénaline et de cortisol, qui vont être relargués notamment par activation de l'amygdale, dont vient de vous parler Stéphanie, vont être de plus en plus importants. Il faut bien comprendre que cette adrénaline et ce cortisol, principalement le cortisol dans ces cas-là, vont augmenter notre rythme cardiaque, vont mobiliser nos ressources énergétiques et vont augmenter notre vigilance. Je vous ai représenté juste les 3 points, mais ça va jouer sur toute notre physiologie. Et on va devoir mobiliser notre organisme tout entier pour contenir ce stress qui se répète, qui se répète, qui se répète, qui se répète. Soit il se répète, soit il est, dans l'autre sens, beaucoup trop intense. Et c'est à ce moment-là, c'est pendant cette 3e phase, qu'on appelle la phase d'épuisement, je vais vous expliquer un peu ce qu'on a ici, que si ce stress chronique perdure dans le temps, ou si le stress est trop aigu, c'est-à-dire intense d'un coup, le viol, l'agression physique, la pénétration dans l'intime, un truc hyper violent qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas raisonner, qu'on ne peut pas gérer. On n'a pas le choix. Là, physiologiquement, le corps n'a pas d'autre solution. Si le cortisol et l'adrénaline continuent à agir sur notre organisme, notre cœur va s'arrêter. Physiologiquement, on risque la crise cardiaque. Et il faut bien comprendre que toutes les victimes qui arrivent et qui portent plainte et qui disent « à ce moment-là, j'ai eu l'impression que j'allais mourir », ce n'est pas juste une image. Si elle ne faisait pas quelque chose, si son corps ne réagissait pas, elle allait effectivement mourir.
C'est très, très vrai. Et il y a des tas de témoignages de victimes qui vont subir des agressions très différentes, mais qui ont cette sensation, toutes, qu'à un moment, elles allaient mourir. Et pour éviter cette mort, le corps, physiologiquement, le cerveau, l'organisme tout entier, va mettre en route une sécrétion d'endorphines, d'encéphaline, de certaines substances, notamment qui vont agir sur le cerveau, on va le revoir après, et qui vont avoir des pouvoirs analgésiques. C'est des véritables anesthésiants. D'accord ? L'endorphine, pour vous donner une idée, c'est un équivalent de la morphine. D'accord ? On va se faire anesthésier, on va couper ces effets de l'adrénaline et de cortisol pour éviter la crise cardiaque. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est ce que vous voyez dans la littérature, comme décrit sous le mode de la sidération. Alors, bien évidemment, la sidération, c'est un mécanisme d'adaptation et de survie. À partir de là, il n'y a plus d'adaptation régulée, il n'y a plus d'adaptation raisonnée du stress. Et on a souvent, pareil, des témoignages de victimes qui disent pendant une période, je me voyais faire des choses où j'avais l'impression de me regarder faire des choses qui n'étaient pas de moi. Il va y avoir ici, pendant cette phase d'épuisement, vers la dissociation, des mécanismes très physiologiques qui vont se mettre en place, et notamment au niveau des trois structures dont Stéphanie nous a parlé tout à l'heure. Je reviens ici, vous retrouvez le cortex préfrontal, dont elle vous a dit qu'il était la raison, d'accord, le chef d'orchestre. C'est lui qui nous fait réfléchir, pour peu qu'il soit connecté aux autres structures, parce qu'il faut bien l'intégrer. Le cerveau, c'est extrêmement compliqué. Pour autant, il est très, 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 très bien organisé. Chacune des régions cérébrales va être associée à une fonction. D'accord, motrice, sensorielle. Ici, à l'arrière du cerveau, on va traiter les informations qui sont visuelles. À l'avant, on coordonne le tout, on raisonne. Et Stéphanie nous a dit, vraisemblablement, on raisonne au mieux à 35 ans. Avant, après, je ne sais pas. Donc ici, ce qu'on retrouve, je vous ai mis ce schéma, c'est 2 études 2013 et 2017 d'une équipe qui fait de l'imagerie cérébrale sur des adolescents qui ont été victimes d'abus sexuels, qui ont été victimes d'agressions sexuelles pendant l'enfance. La cohorte, c'est un petit groupe d'adolescents, donc entre 13 et 17 ans. Qu'est-ce qui a été montré sur l'imagerie ? En imagerie, on a pu voir qu'il y avait une hypoactivation et un volume réduit dans les zones de contrôle du cortex préfrontal. Que le volume était réduit au niveau de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une toute petite région qui est une sorte de lieu d'archivage de notre mémoire, celle qu'on range, celle qu'on a traitée, celle où on a associé à 10 ans, j'ai eu ma première paire de patins à roulettes, et ça, c'était trop un super souvenir, donc je me mets en lien avec mon amygdale et puis je dis patins à roulettes, trop chouette. Mais on le range. On le range, on se souvient de la couleur, de la texture, tout ça c'est rangé. Chez les patients qui sont en trouble de stress post-traumatique, et notamment chez ces adolescents, il n'y a plus de lien qui se fait. L'amygdale est celle à réagir, et l'hippocampe a un volume réduit, et on a du mal, et je vous reparlerai dans un petit moment là, de la mémoire traumatique. Regardez ici, c'est des résultats que je trouve particulièrement intéressants, donc je vous les ai remis. On a fait des expériences, des tests en IRM fonctionnel, c'est-à-dire qu'on fait passer les adolescents dans un IRM, et puis on va leur demander de regarder des images où on va associer des adjectifs qualificatifs, soit positifs, soit négatifs, par rapport à leur image d'eux-mêmes. Et regardez bien, le groupe d'adolescents en stress post-traumatique, l'enregistrement de l'IRM ne va montrer qu'une réaction de l'amygdale. C'est purement émotionnel. C'est pas rangé, c'est pas mémorisé, c'est pas raisonné. C'est une amygdale qui réagit, c'est de la pure émotion. Ici,
tous les adolescents qu'on appelle les adolescents contrôle, qui n'ont pas de passé post-traumatique et à qui on a fait subir exactement le même test avec la même association de mots par rapport à leur image d'eux-mêmes, ces adolescents ne vont allumer que leur cortex préfrontal. Alors tout ça pour vous dire que finalement, ces sécrétions d'anesthésie qui, in fine, cette période dont je vous disais, cette phase d'épuisement là, dont on sait finalement très très peu de choses, parce qu'il faudrait qu'on arrive à étudier les personnes au moment de la sidération, c'est-à-dire dire à l'agresseur, laisse-moi 2 minutes, faut que je prélève des trucs, ça va pas être possible. Donc cette période de la sidération, elle est extrêmement compliquée sur le plan physiologique à essayer de caractériser, à essayer d'élaborer. Elle peut se faire sur un stress chronique pendant des années, chez les enfants battus. Elle peut se faire à un instant T, sur 1 seconde, au cours d'un viol, un soir, une après-midi, dans un endroit caché. Ce qui est sûr... Combien de temps il me reste ? Ce qui est sûr, c'est que ces dysfonctionnements cérébraux, cette hyperactivation amygdalienne, cette diminution des connectivités entre un endroit où on va stocker la mémoire et un endroit où on va coordonner nos actions, vont entraîner ce qu'on appelle, vont nous permettre en tout cas d'élaborer des compréhensions sur ce qu'on retrouve cliniquement chez les personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Alors, je vous ai donné ici les 2 résumés sur le plan clinique. Il y a 2 grandes références cliniques qui sont le DSM-5, qui est un manuel diagnostique des maladies mentales. C'est du répertoire. C'est pour les médecins, donc c'est l'ensemble des psychiatres qui se mettent d'accord sur le plan clinique. Voilà, qu'est-ce que, par exemple, dans le DSM-5, là, on a caractérisé qu'il y avait une hyperphagie particulière, d'accord, qui était due aux agressions sexuelles. C'est diagnostiqué comme tel dans le DSM-5, elle est très caractérisée. On retrouve ici les troubles de stress post-traumatique qui sont caractérisés donc dans cette référence, et notamment on retrouve les syndromes d'intrusion. Les syndromes d'intrusion, Hélène en a parlé, c'est ce qu'on appelle couramment les reviviscences. Je vous donne un exemple très très concret, un vétéran de guerre qui assiste à un feu d'artifice et qui finalement est complètement convaincu d'être encore en guerre et il va aller se cacher dans un buisson. D'accord ? C'est une mère qui accouche et qui va revivre son viol alors même qu'elle n'est pas en situation d'agression, elle est juste en train d'accoucher. Ça, c'est de la reviviscence. C'est des perturbations entre notre hippocampe et notre amygdale. Autre chose ici, parce que j'ai bien évidemment pas le temps. Du coup, il faut que je coupe. Donc, j'ai bien évidemment pas le temps. Je voudrais juste insister sur le trouble dissociatif. Je vous donne un exemple. Il y a eu donc un cas de victime qui a été abusée dans son enfance et qui s'est retrouvée à se balader tel qu'elle le raconte. Elle le raconte comme ça elle-même, qui s'est retrouvée à 2h du matin à se balader en jupe. Une voiture s'arrête, un homme lui demande où elle peut trouver un distributeur de billets. Elle monte dans la voiture et elle lui dit « Je vais vous montrer, c'est au 2e sous-sol du parking ». Elle se refait agresser et elle explique qu'elle n'a aucune idée de pourquoi elle est allée dire qu'il y avait un distributeur de billets au 2e sous-sol. Elle n'en avait pas la moindre idée et elle ne sait pas non plus pourquoi elle l'a accompagnée et elle est incapable de se retrouver dans son propre comportement. C'est des troubles dissociatifs. On ne peut plus en justice considérer que... Enfin, il faut qu'en justice, on arrive à considérer un jour que c'est pas parce qu'une jeune fille se met en jupe qu'elle cherche inévitablement la relation sexuelle. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et juste ici, donc, pour les troubles, pour la mémoire traumatique que j'ai pas le temps de développer, je m'arrêterai après ça, juste pour vous dire que ces mêmes mécanismes de dysfonction
neurobiologiques peuvent aussi expliquer les hypermnésies de certaines informations liées au trauma et les amnésies d'autres informations, c'est-à-dire qu'on le voit très régulièrement, les victimes qui vont porter plainte vont se souvenir de la couleur rouge du coussin le jour de leur agression, mais sont incapables de remettre une heure. Hélène en a parlé tout à l'heure. Finalement, ce qu'on retranscrit, c'est pas exactement la vérité, et pour autant, ça ne veut pas dire que c'est faux ce qu'on raconte. Ça ne veut pas dire qu'on est une menteuse. Voilà, je vous remercie de votre attention.